Nous sommes un studio de doublage et ce soir, nous vous racontons une histoire que personne dans cette salle n'aurait dû entendre. Mais tout le monde l'a entendue, jusqu'au bout. Je m'appelle Camille Vernet. J'ai 28 ans. Je suis médecin depuis 3 semaines exactement. Et ce soir, ma mère m'a envoyé un texto pour me dire de ne pas venir à la fête de ma sœur jumelle. Pas d'appel, pas d'explication. Un message, court, froid. C'est la soirée de Léa. Ne viens pas embarrasser cette famille. J'ai relu ce message 4 fois debout dans ma cuisine, les doigts posés sur le plan de travail en formica qui se décolle depuis 2 ans parce que je n'ai jamais eu l'argent pour le changer. 4 fois. Et à chaque lecture, quelque chose se cristallisait en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus calme, de plus décidé. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé ce soir-là dans cette salle de réception, il faut que je vous raconte où tout a commencé. Parce que rien de ce qui s'est produit devant 200 personnes n'aurait eu de sens sans ce dimanche soir de septembre, 4 ans plus tôt, quand mon téléphone a sonné et que tout a basculé en l'espace d'une phrase. C'était un dimanche de septembre. Il était presque 18 heures. J'étais assise par terre dans ma chambre de 20 mètres carrés que je partageais avec 2 autres étudiantes dans un appartement de Villeurbanne, à Lyon, et j'avais des fiches de pharmacologie étalées autour de moi, comme des feuilles mortes après une tempête. 6 semaines de faculté de médecine, 6 semaines seulement. Et j'avais déjà l'impression de porter une montagne sur les épaules. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai failli ne pas répondre. J'avais un examen de biochimie dans 3 jours. Je n'avais pas dormi correctement depuis 1 semaine. Mais c'était ma mère. On répond toujours à sa mère. Sa voix n'était pas normale. Elle tremblait d'une façon que je n'avais jamais entendue, même quand mon père avait été diagnostiqué la première fois. Camille, mon Dieu, Camille. Une pause. Le cancer de ton père est revenu. Les fiches ont glissé de mes genoux. Je n'ai pas dit un mot pendant plusieurs secondes. Mon père, Gilles Vernet, professeur de mathématiques depuis 32 ans au lycée Molière de Clermont-Ferrand. L'homme qui m'avait appris à jouer aux échecs à 7 ans. Celui qui m'avait emmené aux urgences en pleine nuit quand j'avais eu une angine à 12 ans et qui avait tenu ma main pendant toute l'attente. Mon père était en rémission depuis 18 mois. Les scanners étaient un anneau clair. L'oncologue avait dit que les résultats étaient excellents. Ma mère continuait de parler. Elle disait que l'assurance refusait de couvrir la chimiothérapie. Elle disait qu'ils avaient encore reçu une lettre de refus. Elle disait qu'ils devaient la payer 35 000 € pour le premier cycle, où le traitement ne commencerait pas. Elle disait qu'ils risquaient de perdre la maison. J'aurais dû appeler mon père directement. J'aurais dû demander à voir les documents médicaux. J'aurais dû faire 100 choses différemment. Mais j'avais 23 ans, j'étais épuisée, et c'était ma mère qui pleurait en me disant que mon père allait mourir si je ne faisais rien. Alors j'ai dit « Envoie-moi la lettre, je vais trouver quelque chose ». La lettre est arrivée à 17h23. Un PDF en tête officielle. Numéro de dossier. Nom d'une conseillère médicale, Isabelle Moreau, coordinatrice senior, Mutuelle nationale de santé. La terminologie médicale était correcte, enfin, correcte pour ce que j'en savais à ce moment-là, 6 semaines après le début de mes études. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé le plafond et j'ai calculé. Mon compte d'épargne contenait 11 200 €. 5 étés à travailler comme surveillante de baignade à la piscine municipale. Des cadeaux de bac et de licence soigneusement accumulés. Des cours particuliers de biologie donnés à des lycéens pendant 3 ans. Chaque euro avait une histoire. Ce compte, c'était ma liberté. Mon filet de sécurité. Mon futur. J'ai viré 11 200 € sur le compte de ma mère à 2 heures du matin. Puis j'ai cherché un crédit personnel en ligne. J'ai trouvé un organisme qui proposait des fonds en 48 heures pour les situations d'urgence. Taux d'intérêt 9,8%. Durée 6 ans. Mensualité 380 €. Total remboursé sur 6 ans 30 280 € pour un capital emprunté de 25 000. J'ai signé sans hésiter.
Les fonds ont été virés 4 jours plus tard. J'ai tout transféré à ma mère immédiatement. 36 200 € en tout. Ma mère a appelé dès que l'argent est arrivé. Elle pleurait. Elle disait que je lui sauvais la vie, que je sauvais la vie de mon père, que jamais elle n'oublierait ce que j'avais fait. J'ai raccroché et je me suis remise à mes fiches de pharmacologie, parce que l'examen avait lieu dans 2 jours et que je n'avais pas les moyens d'échouer. Les mois suivants ont une texture particulière dans ma mémoire. Dense, grise, comme du béton humide. J'ai trouvé un emploi de nuit dans un laboratoire d'analyse médicale à 14 € de l'heure pour faire des prélèvements sanguins de 2 heures à 6 heures du matin. Je partais directement en cours à 8 heures. J'apprenais à dormir assise, 25 minutes entre 2 patients, la tête contre le mur carrelé de la salle de pause. Le week-end, je donnais des cours particuliers. Le dimanche matin, je travaillais en caisse dans une supérette du quartier. J'avais aussi commencé à vendre du plasma 2 fois par semaine, 50 € par don. Mon taux de fer a chuté à 8,4. Ce qui est, ironie absolue, le genre de résultat d'analyse qui m'aurait alarmé si je l'avais vu sur un dossier patient. Mes notes de première année. Anatomie 72%, physiologie 75%, biochimie 69%, reçu de justesse. Ma sœur jumelle, Léa, étudiante dans la même faculté, avait obtenu 4,20, 9, 4,20, 7 et 4,25. Léa dormait 8 heures par nuit. Léa n'avait pas de crédit à rembourser. Léa vivait dans un appartement que son petit ami de l'époque, Maxime, finançait à Bordeaux, où elle avait suivi sa propre formation. Chaque dimanche, je téléphonais à la maison. « Comment va papa ?»« Bien. Des hauts et des bas. Le traitement est dur, mais il se bat. » Je demandais des détails, les protocoles, les scanners, les résultats de bilan. Ma mère répondait toujours la même chose. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ces détails, Camille. Son oncologue gère très bien. Concentre-toi sur tes études. » Elle disait que je lui avais déjà tellement donné. Elle disait qu'elle ne voulait pas m'alourdir davantage. Et moi, j'acceptais cette réponse. Parce que j'avais peur. Peur d'appeler mon père directement et d'entendre dans sa voix quelque chose que je ne pourrais pas effacer. Peur qu'il me console alors que c'était lui qui était malade. Peur de la vérité en fait. Voilà ce que c'était vraiment. J'avais peur de la vérité et je le savais, et je laissais cette peur faire les choix à ma place. En novembre, ma sœur a posté des photos du repas de famille pour Noël anticipé. Mon père était là, souriant, découpant le rôti. Il avait l'air en forme. Pas de perte de cheveux visible, pas d'amaigrissement. Je me suis dit que la chimiothérapie lui réussissait bien. J'ai envoyé un message à Léa. « Papa a l'air vraiment en forme sur les photos ?» Elle a répondu. « Oui, il va vraiment mieux. Le traitement fonctionne bien. » J'ai travaillé mon service ce soir-là. Prélevé 21 patients. Rentré chez moi à 7 heures du matin. C'est un ancien élève de mon père que j'ai croisé au laboratoire en février qui a planté la première fissure. Un jeune homme de 20 ans en post-opératoire d'appendicite, bavard, soulage que tout soit terminé. Quand il a vu mon badge, il a fait le lien. « Vernet, vous êtes la fille de monsieur Vernet du lycée Molière ?» Et puis il a dit quelque chose qui m'a figée. « Comment il va ? On espère tous qu'il reviendra en mars. Le remplaçant est sympa mais c'est pas pareil. Mon père était en arrêt maladie depuis septembre. Couverture par la prévoyance des fonctionnaires de l'Éducation nationale, 60% du salaire pendant les premiers mois. De l'argent qui existait, de l'argent dont ma mère ne m'avait pas parlé. Je n'ai rien dit. J'ai terminé mon prélèvement, j'ai souri, j'ai raccroché les tubes dans leur rack et j'ai attendu que le patient soit emmené. Puis je suis allée dans les toilettes du couloir, j'ai fermé le verrou et je me suis assise par terre contre le mur. 3 minutes. Exactement 3 minutes. Puis je me suis relevée et j'ai continué ma nuit. Parce que ce n'était peut-être pas ce que je pensais. Peut-être que l'arrêt était lié à la fatigue post-chimiothérapie. Peut-être que ma mère n'avait pas mentionné l'indemnité parce que ça ne changeait pas le fond du problème. Peut-être que j'inventais des raisons de douter.
Je me suis accrochée à ces peut-être pendant des mois encore. En avril, Léa m'a appelée à minuit. Camille, Maxime m'a demandé en mariage. Sa voix était différente, haute, légère, presque irréelle. Je me souviens d'avoir regardé mon plafond dans le noir, le téléphone sur l'oreille, en faisant un calcul rapide. Combien il me restait sur mon compte courant après le loyer et la mensualité du crédit? 112 €. C'était le 15 du mois. Il en restait encore 16. J'ai dit félicitations. J'ai demandé comment il avait fait la demande. J'ai dit que je voulais voir la bague. Léa rayonnait à travers le téléphone. Et moi je pensais, 112 €, comment je vais lui offrir un cadeau de fiançailles digne de ce nom? Les mois ont passé. Le mariage a été annoncé pour juin de l'année suivante. Ma mère m'a appelée pleine d'enthousiasme. Elle m'a dit que la famille de Maxime, les Bertrand, était une famille lyonnaise très bien établie. Son père dirigeait un cabinet d'architecture renommé. Sa mère présidait l'association des amis du musée des beaux-arts. Ma mère a dit plusieurs fois que les Bertrand avaient des standards élevés, qu'elle voulait que Léa puisse se sentir à la hauteur, qu'elle voulait que notre famille soit représentée dignement. Le mariage va être sobre, m'a dit ma mère. On fait simple, intime, juste la famille et les proches. J'ai demandé combien de personnes. 180 environ, mais c'est intime pour eux, Camille. La famille de Maxime est très étendue. 180 personnes. Intime. Décembre de ma 3e année. Je rentrais pour les fêtes. Léa et Maxime étaient là aussi. Un soir, Léa a laissé son ordinateur ouvert dans le salon pendant qu'elle prenait sa douche. L'économiseur d'écran s'est activé, une photo de leurs fiançailles à Bordeaux, et quand j'ai effleuré le pavé tactile pour éteindre l'écran s'est rallumé sur un onglet de navigateur. Un tableur Excel. Budget mariage final. Confidentiel. J'aurais dû fermer l'ordinateur. J'aurais absolument dû fermer l'ordinateur et aller me coucher. Je ne l'ai pas fait. Mes doigts tremblaient légèrement quand j'ai fait défiler les lignes. Colonne 1, poste. Colonne 2, prestataire. Colonne 3, montant. Colonne 4, payé par. Colonne 5, date de paiement. Robe de mariée, 1800 €. Diane Vernet, ma mère. Février, retouche, 420 €. Diane Vernet, avril, photographe, 5200 €. Diane Vernet, mars et mai, vidéaste, 2800 €. Diane Vernet, mai, fleuriste, 2900 €. Diane Vernet, avril, faire-part, 1650 €. Diane Vernet, mars, coiffure et maquillage, 1420 €. Diane Vernet, juin, traiteur complément famille, 4200 €. Diane Vernet, juin, transport invité, 1700 €. Diane Vernet, juin, cadeau témoin, 820 €. Diane Vernet, juin, hébergement délégation, 1900 €. Diane Vernet, juin, orchestre cérémonie, 2200 €. Diane Vernet, mai, total payé par Diane Vernet, 29 430 €. J'ai regardé cet écran pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'était probablement que 40 secondes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai photographié chaque ligne du tableur. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. Virement à Diane Vernet. 9 septembre, 11 200 €. Virement à Diane Vernet. 13 septembre, 25 000 €. Total versé, 36 200 €. Les virements avaient eu lieu en septembre. Les premiers paiements de prestataires de mariage dans le tableur dataient de février, 5 mois plus tard. La chronologie correspondait parfaitement. Mon argent était entré. L'argent du mariage était sorti. Les montants correspondaient. J'ai entendu Léa sortir de la salle de bain. J'ai refermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé. Me suis levée, suis allée dans la cuisine boire un verre d'eau. Quand Léa est arrivée en pyjama, ses cheveux enveloppés dans une serviette, je lui souriais normalement. Elle m'a demandé si j'avais faim. J'ai dit non merci. Elle a fait du thé.
On a parlé de sa future spécialité, la pédiatrie. J'ai répondu par des onomatopées appropriées. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas de la même façon qu'avant, quand je ne dormais pas parce que j'avais un examen ou une garde. Cette fois, je ne dormais pas parce que quelque chose s'était effondré et que je ne savais pas encore comment mesurer l'étendue des décombres. Le lendemain, avec l'excitation de Noël comme couverture, j'ai accédé au portail en ligne de la mutuelle de mon père. Son identifiant était encore enregistré sur l'ordinateur familial. Historique des remboursements pour l'année de la prétendue urgence médicale. Consultation de suivi oncologique. 35 € de ticket modérateur. Scanner thoraco-abdominal. 160 €. Consultation de contrôle. 35 €. Total annuel. 230 €. Pas de chimiothérapie. Pas de refus de prise en charge. Pas de 35 000 €. Pas d'urgence médicale. J'ai ensuite retrouvé les données du vrai traitement de mon père, celui de 2019 et 2020. Chirurgie partielle, anesthésie, hospitalisation, prise en charge à 100% par la sécurité sociale et la mutuelle des fonctionnaires. Reste à charge pour la famille. Environ 1 800 € sur 2 ans de traitement. Mon père n'avait jamais eu de dette médicale de 35 000 €. Personne ne risquait de perdre la maison. Il n'y avait pas eu de lettre de refus de l'assurance. Il n'y avait jamais rien eu de tout ça. J'ai rouvert le PDF envoyé par ma mère en septembre, avec 3 ans de médecine de plus. Les codes de remboursement étaient incorrects. Le format du numéro de dossier ne correspondait à aucun standard connu. Le nom de l'organisme, Mutuelle nationale de santé, n'existait pas dans le répertoire officiel des mutuelles françaises. La coordinatrice Isabelle Moreau, numéro de téléphone hors service. Ma mère avait fabriqué un faux document. Elle avait utilisé la maladie passée de mon père comme décor. Elle avait joué avec ma peur de le perdre. Et elle avait récupéré 36 200 € pour financer le mariage de ma sœur. Je suis restée dans cet appartement de mon enfance jusqu'au 27 décembre. J'ai aidé à débarrasser la table. J'ai joué aux cartes avec mon oncle. J'ai embrassé ma mère sur la joue le soir de Noël. Je ne lui ai rien dit, pas encore. Parce que j'avais compris une chose dans cette cuisine en regardant l'écran de l'ordinateur de Léa. Une confrontation privée avec ma mère ne m'apporterait rien. Elle nierait, elle expliquerait, elle retournerait la situation. Ce que je voulais, ce n'était pas une explication. Ce que je voulais, c'était que la vérité soit dite dans un endroit où elle ne pourrait pas être effacée. Je suis rentrée à Lyon le 27 décembre et j'ai commencé à construire mon dossier, relevé bancaire, photocopie, tableau comparatif des dates de virement et des paiements prestataires, contrat de crédit personnel, 48 mensualités déjà versées à ce moment-là, total remboursé, 18 400 €, capital restant dû, 13 200 €, historique des remboursements de la mutuelle de mon père, le faux PDF, les recherches prouvant que l'organisme cité n'existait pas, les données du vrai traitement oncologique de mon père. Et autre chose, une série d'emails que j'avais retrouvés dans un vieux dossier partagé familial. Ma mère écrivant à mon père. « Tu te souviens de l'héritage de ma mère ? J'ai décidé de l'utiliser pour le mariage de Léa. La famille de Maxime contribue beaucoup. Je veux qu'on soit à la hauteur. » Mon père répondant. « Si tu es à l'aise avec ça, je suis d'accord. Ta mère aurait été heureuse pour Léa. » Ma mère. Environ 30 000 €. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est important. La mère de ma mère était décédée en 2019. J'étais à la lecture du testament. Le montant de l'héritage. 11 000 €. Pas 30 000, pas même 15 000, 11 000 €. Ma mère avait menti à mon père sur le montant de l'héritage de sa propre mère pour justifier des dépenses de mariage qui avaient en réalité été financées par mon argent volé. Mon père était une victime aussi. Il ne savait rien. Les mois suivants ont été étranges. Je continuais à payer ma mensualité de crédit, 304,20 €, le 15 de chaque mois, automatiquement.
Et à chaque prélèvement, je pensais, ça c'est les fleurs, ça c'est le photographe, ça c'est un centième de la robe de ma sœur. J'ai construit mon dossier pendant 6 mois, méthodiquement, avec des onglets, des couleurs, des annotations. Je continuais à appeler à la maison le dimanche. Ma mère me demandait comment allaient mes études. Je répondais bien. Je lui demandais des nouvelles de mon père. Elle disait qu'il allait très bien, qu'il avait repris le travail. Je disais c'est super. On raccrochait. Et moi je continuais d'attendre. Ce que j'attendais, c'était un événement. Grand, public, avec des témoins qui importaient. Je savais depuis le départ que l'occasion arriverait. Il suffisait d'être patient. L'invitation est arrivée en novembre 2025. Un carton épais, gravure en relief, couleur ivoire avec dorure. Célébration du docteur Léa Vernet-Bertrand. La famille Bertrand et la famille Vernet ont le plaisir de vous convier. 200 invités. Salle des Lumières. Lyon Confluence. Cocktail dînatoire. Remise des diplômes de médecine. Décembre 2025. Mon nom n'y figurait pas. J'ai appelé ma mère. Maman, je diplôme aussi ce soir-là. Mon nom n'est pas sur l'invitation. Silence d'une demi-seconde. Trop calculé pour être naturel. Camille, c'est compliqué. Les Bertranco organisent la soirée. C'est la soirée de Léa dans le contexte de sa nouvelle vie, avec eux. Pour toi, on peut prévoir quelque chose de plus intime ensuite. Je diplôme au même titre qu'elle. Je sais, ma chérie, mais tu comprends que la situation de Léa est différente. Elle entre dans une famille qui a ses codes. Tu veux dire que je ne rentre pas dans leurs codes à eux. Ne le prends pas comme ça. C'est exactement comme ça que je le prends. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon dossier. J'ai commencé à rédiger la carte. 18 versions. La première était trop émotionnelle. La deuxième trop factuelle, froide, incompréhensible, sans les pièces jointes. La 5e était trop longue. La 9e trop courte. La 12e trop agressive. La 18e était parfaite. Chère Léa, je suis si fière de ce que tu as accompli. Tu mérites d'être célébrée. Pour marquer cette occasion, j'ai voulu t'offrir quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui t'appartient déjà, en réalité, même si tu ne le savais, peut-être pas. Tu trouveras dans cette enveloppe le budget complet de ton mariage de juin 2022, 29 430 € de contribution familiale, les relevés bancaires montrant mes virements à maman en septembre 2022, 36 200 € au total. Le contrat de crédit personnel que je rembourse encore aujourd'hui. Capital restant, du 9 400 €. Mensualité, 304,20 €. Jusqu'en septembre 2027, les remboursements de la mutuelle de papa pour l'année 2022, prouvant que ces soins ont coûté 230 € et non 35 000. Le document que maman m'a envoyé pour justifier l'urgence, ainsi que les preuves qu'il s'agit d'un faux. La correspondance entre maman et papa concernant un héritage de grand-mère d'un montant déclaré de 30 000 € et le testament de grand-mère établissant que l'héritage réel était de 11 000 €. Ma maman m'a dit que le cancer de papa revenait, que l'assurance refusait de couvrir la chimiothérapie, que vous alliez perdre la maison. J'ai vidé mon épargne. J'ai contracté un crédit à 9,8%. J'ai travaillé 3 emplois simultanément. J'ai failli rater ma première année. Et pendant ce temps, les virements que j'avais effectués finançant ton photographe, ta robe, tes fleurs et ton orchestre. Je ne t'en veux pas, Léa. Je sais que tu ne savais pas. Mais je voulais que tu saches maintenant. Parce que tu mérites la vérité autant que moi. Avec tout mon amour, ta jumelle, Camille. J'avais joint à la carte un chèque à l'ordre de Léa Bertrand. Montant 9 400 €. Mention au dos. Solde restant du crédit. Je n'avais pas l'argent pour couvrir ce chèque. C'était un chèque symbolique, une démonstration, une preuve que je savais exactement ce que ça avait coûté. La nuit précédant la fête, j'ai dormi 6 heures d'affilée pour la première fois depuis des semaines. Profondément. Sans rêve. Le soir de la soirée, j'ai mis ma robe noire, celle que j'avais achetée en solde pour 59 € et que je portais à chaque événement depuis 3 ans.
J'ai mis le dossier dans une grande enveloppe Kraft. J'ai pris le métro jusqu'à Lyon-Confluence. La salle des Lumières portait bien son nom. Des lustres en cascade, des nappes blanc cassé, des compositions florales hautes en rose ivoire et feuillage argenté. Le genre de décoration qui coûte cher parce que c'est fait pour ne pas avoir l'air d'avoir coûté cher. 200 personnes déjà dans la salle quand je suis arrivée à 18h30. Le plan de table était affiché à l'entrée. Table 1, famille Bertrand. Table 2, famille Vernet. Table 3 à 12, amis et collègues. J'ai passé mon doigt sur la liste de la table 2. Mon père, ma mère, mon oncle et ma tante, mes cousins, mes grands-parents paternels. Mon nom n'y figurait pas. Thomas Bertrand, le maître de cérémonie, le frère aîné de Maxime, testait le microphone sur scène. Il m'a vu déposer mon enveloppe sur la table des cadeaux. Il l'a soupesée, intrigué. Vous êtes Camille Vernet, la sœur jumelle. Il a hoché la tête poliment. Il avait l'air de ne pas savoir quoi faire de cette information. Ma mère m'a vu depuis l'autre bout de la salle à 18h50. Son verre s'est immobilisé à mi-chemin. Elle a traversé la salle avec un sourire parfaitement contrôlé. « Camille, je ne pensais pas que tu viendrais. » Elle a dit ça comme si j'avais bravé une tempête de neige pour venir à un pique-nique. Je ne manquerai pas à ça pour rien au monde, j'ai dit. Son sourire n'a pas bougé d'un millimètre, mais ses yeux ont changé. Tu as apporté quelque chose pour la table des cadeaux? Oui, un cadeau approprié à la circonstance. Elle a regardé la table. Elle a vu l'enveloppe. Qu'est-ce que tu as mis dedans, Camille? La vérité, maman. Juste la vérité. Elle a voulu dire autre chose, mais les parents de Maxime s'approchaient et elle ne pouvait pas me suivre sans avoir l'air de fuir quelque chose. La mère de Maxime, Hélène Bertrand, une femme d'une 60aine d'années en tailleur marine, s'est penchée vers ma mère avec un sourire de présidente d'association. Ma mère a ri avec elle. Ces deux femmes de mondes complètement différents, qui jouaient de la même pièce de théâtre. Mon père était près du bar avec son frère. Il portait le même costume gris qu'à toutes les occasions importantes depuis 10 ans. Il m'a vu et son visage s'est éclairé. « Camille, tu es venue. » Je l'ai serré fort, plus longtemps que d'habitude. Il sentait l'eau de Cologne que je lui avais offerte pour son anniversaire quand j'avais 17 ans. Il m'a dit qu'il était fier de ses deux fiancés médecins, que c'était extraordinaire, que sa vie était pleine. « Dans 2 heures, tu vas comprendre à quel prix, papa. » Mais pas encore. Le dîner a passé lentement. J'ai mangé le saumon, bu de l'eau, observé ma mère gérer la table avec la précision d'une chef d'orchestre. Je regardais l'enveloppe sur la table des cadeaux. 3e position dans la pile. Bien visible. Impossible à esquiver. À 20h45, les assiettes de dessert ont été débarrassées. Les lumières sur la scène se sont intensifiées. Thomas Bertrand a pris le micro. « Mesdames et messieurs, le moment que Léa redoutait et adorait à la fois. » Rire dans la salle. Dans la famille Bertrand, quand on célèbre quelqu'un, on le fait vraiment. Chaque cadeau sera ouvert. Chaque carte sera lue à voix haute. C'est notre façon de dire merci publiquement. Transparence et gratitude. Commençons. Ma mère, au fond de la salle, venait d'entendre ces mots. Je l'ai vue se lever imperceptiblement, puis se rasseoir. Premier cadeau. Cousin Bertrand. Appareil photo professionnel. Carte lue. Applaudissements. Deuxième cadeau. Ami de promotion de Léa. Abonnement à une plateforme de formation médicale continue. Carte lue. Rire. Applaudissements. Troisième cadeau. Thomas a pris mon enveloppe. Celle-ci est lourde. Dossier complet apparemment. Il a souri vers la salle. La salle a ri un peu. Il a ouvert l'enveloppe. Sa main a sorti le paquet de documents. Il a cherché la carte. Il l'a trouvée, sur papier épais, dactylographié. Ceci est de la part de Camille Vernet, la sœur jumelle de Léa. Applaudissements polis. Mon père, depuis sa table, a souri en me cherchant des yeux. Thomas a commencé à lire. « Chère Léa, je suis si fière de ce que tu as accompli.
Pause. Il lisait la suite en silence avant de la prononcer. Son expression a changé légèrement. Professionnel quand même, il a continué. Pour marquer cette occasion, j'ai voulu t'offrir quelque chose qui a de la valeur. Ma mère s'est levée. Thomas. Sa voix était trop forte, trop brusque. On peut être garder ça pour plus tard. C'est un document personnel. Hélène Bertrand, depuis sa table, a fait un geste de la main. La tradition est la tradition, Diane. Thomas continue. Thomas a regardé les deux femmes. Il a regardé le document dans ses mains. Il a continué. Tu trouveras dans cette enveloppe le budget complet de ton mariage de juin 2022. 29 430 € de contribution familiale. Le murmure a commencé à l'autre bout de la salle. Les relevés bancaires montrant mes virements à maman en septembre 2022. 36 200 € au total. Ma mère atteignait la scène. Thomas recula d'un pas. Un agent de sécurité s'interposa. Le contrat de crédit personnel que je rembourse encore aujourd'hui. Capital restant du 9 400 €. Mensualité 380 € jusqu'en 2027. La voix de mon père depuis sa table. Quel crédit, Gilles? Qu'est-ce que ça veut dire? Thomas, la voix moins assurée maintenant, mais qui continuait. Parce qu'Hélène Bertrand le regardait, et qu'Hélène Bertrand présidait l'association des amis du musée des Beaux-Arts, et n'avait jamais abandonné une tradition. Les remboursements de la mutuelle de papa pour 2022, 230 € annuels, et non 35 000. Silence, pas un murmure, pas un chuchotement. 200 personnes, le souffle coupé. Mon père s'est levé. « Diane, de quoi parle-t-elle » Thomas lisait la dernière partie plus lentement. Maman m'a dit que le cancer de papa revenait, que l'assurance refusait de couvrir la chimiothérapie. J'ai vidé mon épargne, j'ai contracté un crédit, j'ai travaillé 3 emplois. J'ai failli rater ma première année. Et pendant ce temps, les virements que j'avais effectués finançaient ton photographe, ta robe, tes fleurs et ton orchestre. Léa pleurait. Pas de petites larmes discrètes. Elle pleurait vraiment, les 2 mains sur la bouche. Maxime qui lui prenait les épaules sans savoir quoi dire. Ma mère était au bord de la scène, bloquée par la sécurité, le visage blanc. Mon père traversait la salle vers elle. Thomas a sorti le chèque, l'a tenu en l'air. 9 400 €, à l'ordre de Léa Bertrand. Il a lu la mention. Solde restant du crédit. Il a posé le microphone, doucement, et il a reculé. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la scène. J'ai pris le microphone. Ma voix était calme. Je n'avais pas répété. Je savais exactement quoi dire. Je ne suis pas venue ruiner cette fête. Je suis venue donner à ma sœur quelque chose qui lui appartient. La vérité sur d'où vient l'argent qui a financé sa célébration. Ce que vous avez entendu est documenté, vérifiable, réel. Léa n'était pas au courant. Mon père n'était pas au courant. Moi, j'ai mis 4 ans à le comprendre complètement. Bonne soirée. J'ai posé le microphone, pris mon manteau, traversé la salle. Les invités s'écartaient légèrement. Certains me regardaient avec stupeur. Certains ne me regardaient pas du tout, les yeux vers la scène, vers ma mère, vers mon père qui se tenait face à sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en 28 ans. J'ai poussé la porte. L'air de décembre à Lyon était froid et propre. Le Rhône brillait au loin, sous les lumières du quai. J'ai marché jusqu'au bord de l'eau et je me suis arrêtée. J'ai respiré. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 ans, 36 200 €. 162 mensualités au total, dont 52 déjà versées. 3 emplois simultanés. Une anémie fériprive à cause des dons de plasma. Des notes à la limite du passage. Des Noëls travaillés. Des anniversaires comptés en heures de garde. Et maintenant l'air froid du Rhône sur mon visage, les mains dans les poches et une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps que j'avais presque oublié à quoi elle ressemblait. Mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. Papa, 21h12. Camille, où es-tu?
rappelle-moi. S'il te plaît. Papa, 21h14. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien. Camille. Léa, 21h17. Camille. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas d'où venait cet argent. Rappelle-moi, s'il te plaît. Numéro inconnu. 21h20. Mademoiselle Vernet. Je suis Marc Bertrand, le père de Maxime. Votre père m'a donné votre numéro. Ce qui s'est passé ce soir est inacceptable de la part de votre mère. Si vous avez besoin d'un soutien juridique, mes avocats associés peuvent vous recevoir. Sans honoraires. J'ai mis le téléphone face vers le bas dans ma poche. J'ai regardé le fleuve encore un moment. Dans la salle derrière moi, ma mère faisait face à son mari pour la première fois sans masque. Léa regardait le tableur de dépenses en pleurant, Maxime silencieux à côté d'elle. Hélène Bertrand récupérait son manteau avec l'efficacité glaciale de quelqu'un qui sait que certaines erreurs ne se réparent pas en une soirée. Je suis rentrée chez moi en métro. J'ai fait du thé. Je me suis couchée et j'ai dormi 9 heures d'affilée. Les jours qui ont suivi ont eu leur propre texture. Mon père a dormi chez son frère dès le soir de la fête. Le lendemain, il m'a appelée. Sa voix avait changé. Quelque chose s'y était effacé que je n'avais jamais remarqué avant. Une légèreté forcée, peut-être. Une sorte de tension permanente que je prenais pour son tempérament naturel. Camille, dis-moi tout depuis le début. Alors je lui ai tout dit. Depuis septembre de ma première année. Depuis la voix tremblante de ma mère sur le téléphone jusqu'au faux PDF. Il a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai terminé, il a dit « Je suis tellement désolée. Pas encore toi, papa. Ce n'est pas toi qui me dois des excuses. » Silence. Quand même. Mon père a consulté un avocat la semaine suivante. Procédure de divorce. Fondement sur la tromperie, l'escroquerie, le mensonge répété. Il avait été utilisé comme décor d'une mise en scène médicale. Sa maladie passait comme accessoire de théâtre. L'avocat lui a dit que c'était l'une des affaires de manipulation conjugale les plus documentées qu'il avait vues. Mon père lui a demandé combien de temps ça prendrait. L'avocat lui a dit 9 à 12 mois. Mon père a dit « Commençons ». Il habitait maintenant un studio près de son lycée, meublé simplement. Ses livres dans des caisses, ses disques de jazz dans l'entrée. Il m'appelait le dimanche soir. On parlait de ses élèves, de mes gardes, de la vie. Ces conversations avaient une qualité différente de tous nos échanges précédents. Moins de sous-entendus, moins de zones évitées, juste mon père et moi. Ma mère a envoyé plusieurs messages dans les jours suivants. Je n'en ai ouvert qu'un, le dernier. Il était long. Il y avait des explications, des justifications, des références à ce qu'elle avait subi dans sa propre enfance, à la peur de ne pas être à la hauteur, à l'amour qu'elle portait à ses 2 filles, mais différemment parce que moi j'avais toujours semblé plus forte. Je me suis arrêtée sur cette phrase. Parce que moi j'avais semblé plus forte. Pas parce que j'étais plus forte, parce que j'avais semblé l'être. J'ai bloqué son numéro. Pas avec de la colère. Avec la même précision calme que j'avais mise à construire mon dossier pendant des mois. Léa m'a écrit une lettre, manuscrite, 8 pages, une écriture que je connaissais depuis qu'on avait appris à écrire ensemble à 6 ans. Elle avait listé chaque poste de dépenses du mariage. Elle avait recalculé ce que représentait chaque montant en heures de travail au tarif d'une préleveuse de nuit à 14 € de l'heure. La robe, 240 2 heures. Le photographe, 375 heures. Les fleurs, 207 heures. Elle avait écrit. Je me suis promenée le jour de mon mariage avec 2562 heures de ton travail sur le dos. Sans le savoir. Je ne sais pas comment tu m'as pardonné. Je ne sais même pas si tu l'as fait. Mais j'essaierai d'être quelqu'un qui mérite que tu essaies. Un jour. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une enveloppe, rangée dans le tiroir de ma table de nuit. 3 semaines après la soirée, Maxime a contacté mon père pour lui communiquer une décision. La famille Bertrand et Léa allait rembourser le solde restant de mon crédit, 9 400 € dans les 30 jours. Pas comme un cadeau,
comme une restitution partielle. Ils allaient également verser une somme équivalente à la faculté de médecine de Lyon pour créer un fonds d'aide d'urgence pour les étudiants confrontés à de vraies crises familiales. Un fonds avec des critères de vérification stricts. Un fonds dont les dossiers seraient examinés par des conseillers indépendants. Un mois après, j'ai reçu la confirmation de remboursement de l'organisme de crédit, prêt numéro 5 L 228746. Solde soldé intégralement. Contrat clôturé. J'ai imprimé ce document. Je l'ai encadré. Pas par triomphe, par besoin de voir que ça avait une fin. Ma résidence en médecine d'urgence a commencé en janvier à l'hôpital Édouard Herriot. Premier salaire. 3 200 € net, sans mensualité de crédit automatiquement prélevée. J'ai regardé mon compte. J'ai ouvert un livret d'épargne. J'ai versé 1 000 €. J'ai laissé ma main posée sur le bureau quelques secondes après avoir validé le virement. Pour la première fois depuis 5 ans, j'épargnais pour moi. Ma relation avec Léa se reconstruit lentement. Des appels téléphoniques mensuels d'abord. 30 minutes. Pas forcément confortables. Parfois des silences qui durent 10 secondes et qu'on laisse exister sans les remplir. Puis un déjeuner en mars, juste nous deux, dans un bistrot ordinaire près de la fac. On a commandé la même chose sans se concerter, comme on l'a toujours fait depuis l'enfance. On a ri en s'en apercevant. C'était le premier moment vraiment normal que j'avais eu avec elle depuis des années. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle travaillait à comprendre comment elle avait pu ne pas voir. Sa thérapeute lui avait posé la même question que je m'étais posée. Comment on ne demande pas d'où vient l'argent ? Léa lui avait répondu « Parce que je ne voulais pas savoir ». Sa thérapeute avait dit « C'est la réponse honnête. Travaillons à partir de là. Je respecte cette honnêteté-là. Je ne sais pas encore où on en sera dans un an. Mais on parle. C'est déjà quelque chose. La dernière fois que j'ai pensé à ma mère, c'était un mardi matin, entre 2 gardes. Je venais de passer 7 heures aux urgences. Une femme de 65 ans avait été amenée en arrêt cardiaque. On avait réussi. Elle était stable. Sa fille l'attendait dans le couloir. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle s'est effondrée en larmes, les 2 mains sur la bouche, incapable de parler pendant presque 1 minute. J'ai attendu avec elle, et j'ai pensé à septembre, cette voix tremblante sur le téléphone. J'ai pensé à ma peur viscérale, animale, de perdre mon père. Et j'ai pensé que ma mère avait su exactement où appuyer pour que je ne pose aucune question. Ce n'est pas cette mémoire-là que je veux conserver. Ce que je veux conserver, c'est la confirmation de clôture du prêt dans son cadre noir. C'est la lettre manuscrite de Léa dans son tiroir. C'est la voix de mon père le dimanche soir, plus légère qu'elle ne l'a jamais été. C'est le premier millier d'euros versé sur un livret d'épargne à mon nom pour mon avenir. Ce que je veux conserver, c'est la certitude que je ne laisserai plus jamais personne weaponiser mon amour contre moi. Même si c'est ma famille, même si c'est ma mère, surtout si c'est ma mère. Je m'appelle Camille Vernet. J'ai 28 ans. Je suis médecin en résidence aux urgences de Lyon. Le crédit est soldé. Les frontières sont posées. La vérité a été dite devant 200 personnes et elle ne peut plus être reprise, retouchée ou rangée dans un tiroir que personne n'ouvre jamais. Parfois, la nuit, entre 2 patients, je pense à cette phrase que j'ai prononcée dans cette salle en tenant un microphone. Je ne suis pas venue ruiner cette fête. Je suis venue donner à ma sœur quelque chose qui lui appartient. Je ne suis pas sûre que c'était totalement vrai, mais ce n'était pas totalement faux non plus. Et peut-être que c'est ça, la vraie honnêteté. Tenir les deux à la fois, sans prétendre que l'un efface l'autre. Plusieurs mois ont passé depuis cette soirée. Parfois je repense au moment exact où Thomas lisait la carte et où la salle est devenue silencieuse. Ce silence, je l'entends encore. Et je remarque que ce qui me reste, ce n'est pas la satisfaction que je pensais ressentir. C'est quelque chose de plus étrange. Quelque chose qui ressemble à du chagrin, pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce qui aurait pu exister à la place. Si les choix avaient été différents, si la vérité avait été dite autrement, plus tôt,
sans avoir besoin d'une salle entière pour l'entendre. Je ne sais pas encore quoi faire de ce chagrin-là. Alors je le laisse exister et je continue d'avancer.